et à tous. Alors aujourd'hui, on a vu La femme de Tchaïkovski qui est présentée en compétition. C'est un film de Kirill Serebrennikov, qui est l'auteur notamment de Leto et de La fièvre de Petrov, alors qui étaient deux films qui étaient déjà présentés à Cannes en compétition. Alors Leto, on avait été moyennement convaincus et La fièvre de Petrov l'an dernier encore moins, malheureusement. C'était assez difficile à regarder, disons. Alors pour ce film-ci, c'est donc l'histoire de la femme du compositeur d'opéra Tchaïkovski. On suit un petit peu sa vie à Moscou sur une longue période quand même. Alors c'est un film qui est assez clair dans sa ligne. Je pense que Marin, quelle est un petit peu ton impression générale sur ce que le film nous raconte déjà peut-être ? Non, en fait moi j'ai trouvé le film assez pénible parce que en fait ce qu'il raconte tient sur un timbre-poste et nous est donné dès le début du film en fait, c'est-à-dire que la femme de Tchaïkovski, donc Antonina, est folle amoureuse de Tchaïkovski, mais lui ne l'aime pas et ne l'a jamais aimé et ne l'aimera jamais puisque le film s'ouvre par son crépuscule et reviendra ensuite aux origines de ce non-amour. Oui, c'est la première scène du film, on apprend ça tout de suite. Ouais. Et donc en fait on va suivre cette espèce de Madame Bovary inversée, d'anti-Madame Bovary plutôt, dans un espèce de chemin de croix doloriste à toujours vouloir prouver son amour à son mari qui ne l'aime pas, et le film ne va en fait jamais dévier de cette trajectoire et simplement être parcouru de très longues scènes et de visions plus ou moins sordides, et le film va aussi beaucoup se répéter. Ouais, mais ça c'est, il me semble, le problème principal de ce film. Donc, c'est le premier film qu'on voit en compétition. Bon, c'est pas la meilleure manière de démarrer. Disons qu'en fait, Serebrennikov, il a un drôle de système qui va rejouer à chaque scène, qui va être qu'à chaque fois, on va catapulter. Donc là, Antonina, avec souvent la même échelle de plan en plus. C'est un scope et puis elle se met sur le côté. On a une ouverture dans un espace, et souvent des lieux clos d'ailleurs, des lieux très chaotiques avec beaucoup d'activités, des cris dans l'arrière-plan. On sait pas trop où on est. Puis à un moment, à chaque fois, à peu près au même timing, il va y avoir un décrochage par la musique, par une espèce de petite parenthèse poétique, quelque chose toujours, un personnage qui se met à danser, un gros plan sur un petit détail dans le décor, etc. Et donc ce qui est un petit peu, difficile à regarder, c'est que pendant 2h30, on va avoir cette même scène avec ce même un peu de dispositif, cette même performance qui va être rejouée systématiquement de scène en scène. Ce qui fait qu'en plus ça donne donc déjà un côté assez répétitif au film, mais en plus toutes les scènes sont un petit peu déconnectées les unes des autres. Alors on a toujours évidemment un fil rouge, mais disons que un événement qui va se passer dans une scène ne va pas être forcément prolongé dans la scène suivante, et donc il y a beaucoup d'ellipses, et donc il y a une forme de routine qui s'installe très très vite, je trouve, et c'est vraiment pour moi le gros point faible aussi du film, qui était déjà d'ailleurs le cas un petit peu de La fièvre de Petrov, qui était aussi un film un peu segmenté avec différentes parenthèses, et qui notamment rejouait beaucoup cette espèce de petit geste forain, je dirais, d'un espèce de plan séquence comme ça, un petit peu fiévreux, où on va passer dans les couloirs, etc. Et donc à chaque fois ça va exploser à la fin. C'est une sorte de répétition comme ça qui se met en place un petit peu tout le temps, malheureusement. Oui, effectivement, et puis il faut dire que le film a un côté très théâtral, c'est parfois ce qui est intéressant. D'ailleurs, il a une manière d'assumer son tournage en décor. Il ne s'en cache pas du tout à travers un usage un peu expansif de la machine à fumer, de lumière comme ça un peu antinaturaliste. Très brumeux, très crasseux sur les surfaces, etc. Et en fait, moi, ça m'a fait penser, c'est marrant, à ce que font souvent les metteurs en scène de théâtre quand ils utilisent du cinéma sur scène. D'ailleurs, Kirill Serebrennikov est aussi metteur en scène de théâtre. Et il y a une manière, c'est lié à ce que tu dis, dans des décors très surchargés avec beaucoup de personnages, où quand il y a une caméra sur scène, du coup, dans les spectacles contemporains de Julien Gosselin, Cyril Teste et autres, c'est souvent comme ça pour accompagner des personnages tournoyés, tout en laissant une sorte de chaos hors champ. Le film travaille beaucoup un hors champ pour créer des petits décrochages dans la manière de mettre en scène, et qui se répète beaucoup. Mais il y a aussi quand même, je dois l'avouer, des moments assez théâtraux qui sont assez intéressants, notamment lorsqu'il se permet à l'intérieur même d'un plan de faire une ellipse. Je pense notamment à un assez beau plan quand
Madame Tchaïkovski voit son mari partir, puis elle retourne dans la gare. Elle est filmée à travers une vitre pendant un certain temps, et puis quand elle ressort, en fait, on comprend que c'est quelques semaines plus tard, quand son mari est censé revenir. Tout ça s'en coupe, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très théâtral, puisque bien sûr il n'y a pas de montage au théâtre. Et là-dedans, même si forcément avec Serebrennikov ça passe un peu par disons de la poudre dans les yeux, mais néanmoins dans ces petits instants-là qui sortent un peu de la torpeur générale, je dois dire qu'il y a quelques scènes où ça fait mouche. Ouais, et puis bon, je serais peut-être un peu plus dur que toi, même si je trouve quand même que bon, c'est un peu mieux que La Fièvre de Petrov, à mon sens. Mais il y a surtout un petit problème dans le sens où les dérèglements, parce que c'est ça aussi, hein, il essaie toujours de mettre en scène des espèces de micro-sociétés, des microcosmes, et puis on amène un dérèglement à un moment donné ou à un autre par un moyen divers. Et ces moyens-là me semblent toujours très artificiels. Donc il y a un espèce de petit détail à chaque fois qui revient, c'est une mouche qui revient 3 fois dans un dialogue complètement anecdotique qui, en l'absence de la mouche, aurait été complètement plat. Et qui pour moi cache aussi le fait que la racine des récits de Serebrennikov, même de sa mise en scène, est très classique en fait. Oui, et puis le mix amplifie cette mouche à outrance, bien comme sûr, pour bien que le spectateur ne rate pas ce côté très signifiant. Enfin, de toute façon, dans le film, il y a une manière de souligner, disons, les aspects les plus théoriques et comment dire symbolique, dès qu'il y a notamment ça passe beaucoup par du coup les plans entre Antonina et son mari, où à chaque fois ils vont être séparés dans le cadre par différents miroirs, leur regard, ils vont jamais regarder au même endroit dans la scène chez le photographe par exemple. Tout ça est très surligné, comme s'il avait peur qu'on comprenne pas ses intentions quelque part. Il y a une scène notamment à la fin, il n'y a pas de spoiler de toute façon, on sait très bien qu'ils finissent pas ensemble, notamment à la fin on les voit chacun devant un miroir, et puis elle essaie de sortir du miroir pour aller dans le miroir de l'autre, et hop, il y a un personnage qui arrive, qui vient dérégler justement ce qui pouvait se jouer d'un peu parfait, d'un peu idéal à la fin d'un film comme ça, sur une relation de longue durée entre deux personnages. Et je pense qu'en fait il y a aussi c'est ce qui me déçoit le plus en fait, c'est que la façon dont il amène les dérèglements est toujours très attendu, et j'ai l'impression aussi de voir un espèce de cinéma moderne au carré qui ne se base que sur les ruptures qu'il pourrait apporter, alors qu'en vérité si on regarde la colonne vertébrale du film, elle me paraît, comme tu l'as dit d'ailleurs au tout début de ton intervention, c'était que c'est quelque chose en ligne droite. On ne dévie jamais, mais ça fonctionne par fragments. On dévie à l'intérieur des fragments, et du coup on a une espèce d'assemblage de scènes qui sont jointes par ce fil rouge, qui est le mélodrame en fait, un petit peu conflictuel qu'il y a entre les deux personnages. Moi, la fin du film m'a un peu plus intéressé, parce qu'aussi le personnage d'Antonina change un petit peu, se modifie dans les 30-40 dernières minutes, se fait un peu plus machiavélique, j'ai pas d'autres mots, mais il y a un moment elle arrête de regarder aussi. Oui, ça m'a fait penser un peu à Phantom Thread, mais contrairement à Phantom Thread, il n'y a pas vraiment de dérèglement il y a des dérèglements dans les scènes comme tu l'as dit, mais il n'y a pas vraiment de dérèglement de sa situation amoureuse. Ouais. En tout cas c'est peut-être le regret, pour conclure un petit peu ce qu'on veut dire, c'est que le regret principal, c'est qu'on est quand même, comme tu l'as dit, c'est un peu du théâtre contemporain filmé, si on pourrait remettre cette expression au goût du jour. Parce que c'est Serebrennikov est quelqu'un aussi qui construit des scènes plus que des films. J'ai l'impression que techniquement ce qu'on a vu là, à la projection, ça pourrait être ce qu'on verrait sur des planches en fait, avec des intermèdes un petit peu plus longs peut-être. Mais on est dans un film qui se fait par fragments, et qui d'ailleurs a une espèce de contradiction interne en plus, parce qu'on nous annonce au tout début du film, il y a un petit intertitre qui nous dit ceci est basé sur la réalité, mais quand Serebrennikov peut décrocher et trouve un moyen de décrocher de ce réel là, il le fait systématiquement et il fonce. Il plonge dedans et il tire les curseurs un petit peu au bout. Et c'est alors même que c'est son film peut-être en tout cas ça semble être le cas au début, le plus resserré et le moins généreux en petits moments clipesques que finalement il retrouve assez vite. C'était ce qu'on voyait déjà dans Leto de toute façon, hein. C'était un film en plus aussi d'époque qui se passait dans un moment de l'histoire particulier, et à chaque fois il y avait des décrochages, qu'on sortait un petit peu du poids de l'histoire, et là c'est exactement le même problème, et clairement on n'a pas été convaincu en tout cas par la manière dont il essaie de rompre un petit peu cette routine aussi du film historique, chemin de croix comme tu l'as dit. Voilà, c'était un film doloriste. Voilà. Je pense que ça peut faire une bonne conclusion. Merci de nous avoir regardés, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo depuis Cannes.